Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, ça sera un podcast un peu spécial parce qu'il n'y a pas d'invité, ça sera à moi de vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée et grâce au courage de nos invités, je me suis dit que ça pourrait me faire du bien aussi d'en parler. Mais avant ça, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, alors merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez vous abonner, nous suivre sur Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube et nous écouter aussi sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Donc aujourd'hui, je vais parler surtout d'une histoire qui m'est arrivée. En décembre, ça va faire 2 ans. J'ai eu un accident de voiture. Alors je sais que ça arrive à tout le monde, mais justement c'est là c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que l'histoire que je vais vous raconter, donc c'était il y a 1 an et demi, et c'était un accident de voiture où ma voiture a fini à la casse et moi j'ai fini à l'hôpital. Et j'ai eu un peu le contre-coup de c'est un accident de voiture et tout le monde en a tous les jours et j'ai culpabilisé de me sentir mal suite à cet accident. Je m'explique. Suite à cet accident, j'ai eu beaucoup de traumatismes et j'avais un peu le truc de oui, mais bon, je suis en vie, tout va bien, pourquoi est-ce que je devrais culpabiliser à cause de ça? Et au final, avec le temps, je me suis dit: «OK, c'est normal, ça arrive, c'est des gens qui culpabilisent, enfin des gens qui sont traumatisés, avec un truc qui est un peu, lambda, classique, qui arrive tous les jours, c'est normal, c'est OK». Mais voilà et justement, je pense que parler aussi de ça, ça va me faire du bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en écoutant toutes les histoires, des personnes qui viennent nous raconter, sur ce fauteuil, dans le podcast, que je me suis dit, «Ça leur fait du bien, ça aide des gens». Et bon, j'ai pas la prétention de dire que raconter un accident de voiture, ça va aider des gens. Mais en tout cas, je pense que ça va me faire du bien. Donc merci à tous ceux qui vont m'écouter. Je vous fais un peu, l'historique. Donc c'était en décembre donc 2023. Ça faisait 6 mois que j'avais le permis. J'ai de la chance que mes parents m'ont acheté. Bon, c'était une vieille voiture, des collègues de mon père, devait emmener à la casse, mais elle était encore bien. Enfin, c'était une petite Peugeot de 2001, tout à fait correcte. Je veux dire, il y avait un volant, 4 pneus, tout va bien, ça roule. Et au final, ça faisait 6 mois que j'avais le permis, que j'allais tous les jours au travail. Quand je dis tous les jours au travail, c'est entre 70 et 50 kilomètres aller, donc un peu plus de 100 kilomètres par jour, aller-retour. Donc au bout de 6 mois, de permis, bon, même si, c'est juste, le même chemin tous les jours, ça te forge, tu vois des choses sur la route et cetera. J'ai vraiment pas la prétention de dire que je conduis bien et je pense que je l'aurai jamais parce que c'est pas vraiment le cas. Mais j'étais plutôt à l'aise. Donc ça faisait 6 mois que j'avais le permis. Donc un matin tout tranquille, hein, on se réveille, on se prépare, on va au travail et cetera. C'était en hiver. J'ai 1 heure de route pour aller au travail, donc c'est le c'est le matin. Il fait nuit, donc je commence à 8 heures, donc je suis partie, un petit peu avant 7 heures parce que les bouchons. Et donc ce matin-là, par chance, j'avais, 10 minutes d'avance. Sauf que je sais pas pourquoi, je me suis trompée de chemin, ce qui m'arrive, jamais vu qu'en fait, au début j'utilisais Waze, vu que je n'étais pas habituée du tout à, conduire. Enfin, j'ai un très mauvais sens de l'orientation, donc j'utilisais Waze et je ne comprends pas pourquoi, je me trompe de sortie. Franchement, ça fait 1 an et demi que j'essaie de trouver là où j'ai dû me tromper. Je ne sais toujours pas, quelle sortie j'ai pris pour me tromper. Mais je me suis trompée et j'avais 10 minutes. Je suis passée de 10 minutes d'avance à 10 minutes de retard, le temps de faire un détour pour reprendre la route que je devais prendre. Et en fait, du coup, sur l'autoroute, il y avait des bouchons. Je sais pas, je voulais un peu rattraper mon retard, mais toujours en faisant attention évidemment. Je vois que la voie de gauche se dégage, donc je me mets sur la voie de gauche et je roule et il y avait un camion devant moi. Enfin, c'est pas un camion, c'est un utilitaire, donc un peu une camionnette et cetera. Il y avait un utilitaire devant moi et je vois pas qu'il freine parce que ses feux arrière ne fonctionnent pas, ou en tout cas, sont très faibles, ce qui fait que, j'ai eu un petit temps de latence entre «Ah, il freine» et moi, du coup, freiner. Donc comme je le répète, ça fait 6 mois que j'ai le permis. Je l'avoue, j'ai pas encore des réflexes,
excellent. Et du coup, je mets du temps à freiner. Donc, passer de 100 à 0, c'était compliqué. Je l'ai pas fait, concrètement. Je l'ai pas fait. Je suis rentrée dans ce Colissimo, parce que du coup, c'était un utilitaire Colissimo. Je suis rentrée dedans et le choc a été très brutal, dans le sens où je savais que ça allait taper, je savais que ça allait faire mal. Je sais pas si vous avez déjà eu des accidents, mais en fait, juste avant le choc, il y a le truc de je fais tout pour essayer de pas taper. Tu vois le camion arriver, tu te dis c'est foutu, je vais taper. Et tu te dis bah c'est fini. Surtout, tu te dis bah ça y est, c'est finito, je vais mourir, ma vie s'arrête ici, un lundi matin, 20 décembre, paf, c'est fini. Le choc se fait, je mets un peu de temps avant de retrouver mes esprits. Je sais que j'ai pensé direct au truc de ah oui, c'est pas un cliché, la musique tu joues toujours même si ta voiture elle est foutue. La voiture qui se met du coup toute seule en warning et tout. Je vois que bah du coup voie de gauche le matin, il y a plein de gens sur la route, etc. Donc forcément ça fait un bouchon de plus. Je me sens pas bien. Je vois que j'ai mal, j'ai du mal à respirer, j'arrive pas à respirer, etc. Et en fait, je commence à partir en crise de panique, évidemment. Enfin, évidemment, non, mais moi, vu que je suis d'une nature anxieuse, ça paraissait un peu la suite logique. Donc il y a le monsieur qui sort de sa camionnette et tout, il me dit est-ce que ça va? Moi je lui dis juste je peux plus respirer. Il appelle direct les pompiers et tout ça. Une éternité. Franchement, ils sont arrivés. Dites-vous, la police est arrivée avant les pompiers. Et vraiment, c'était super long, ça a duré une éternité. Et c'était compliqué parce que t'es là, t'attends, t'as du mal à respirer, t'es en même temps en crise d'angoisse. Donc, crise d'angoisse, t'es là, t'as un manque d'air, donc t'essaies de respirer, sauf que ta cage thoracique te dit tu vas pas respirer parce que ça te fait mal. Du coup, bah, t'es en manque d'air, mais en même temps, t'as envie de respirer, sauf que du coup, ça te panique encore plus. Enfin, vraiment, c'était le bordel. Puis après, du coup, au téléphone, les pompiers ils disent faut la sortir de la voiture. On m'assoit sur la bande d'arrêt d'urgence. Je vois le logo de ma voiture qui est par terre. Il fait nuit, donc moi, je vois que ça qui est reflété par les autres voitures. Et je me dis pourquoi le logo de ma voiture est sur le sol de l'autoroute? C'est pas normal. Et donc, déjà, là, je commence un peu à me dire ok, je crois que c'est un peu chaud ce qui vient de se passer. Après, au final, les pompiers disent ouais, non, en fait, vu qu'elle a du mal à respirer, il faut essayer de l'allonger et tout ça. Donc, on m'allonge sur le siège arrière de ma voiture. Le temps que la police arrive, etc. Donc là, bah, du coup, c'est la police qui fait le constat parce que moi, j'étais clairement pas en état de faire quoi que ce soit. J'arrivais même pas à respirer parce que du coup, bah, éthylotest et test de drogue, évidemment. J'arrivais même pas à respirer dans l'éthylotest. J'ai eu de la chance, c'est que je suis tombée sur un policier qui était très gentil et du coup, il a pris son temps, etc. Donc il y avait ça, et donc après, j'ai été emmenée direct à l'hôpital. Bon, le voyage à l'hôpital, tous les dodanes que l'ambulance s'est prise, alors que t'as une cage thoracique qui te fait mal, genre dès que tu respires, c'était vraiment horrible. En plus, il m'avait laissé avec je sais pas si c'était un stagiaire ou un alternant, mais enfin, genre vraiment le tout jeune qui vient de commencer il y a pas longtemps. Et du coup, il m'a regardé, il me fait vous voulez que je leur dise de ralentir? Moi, j'étais en mode non, non, le plus vite on arrive, mieux c'est. Et en fait, je pensais que c'était ça le plus dur, c'était genre le choc. T'es là, tu t'étais sur une autoroute, t'étais dans ta voiture, t'avais la musique et tout ça, c'était bien. Et puis la seconde d'après, boum, t'es littéralement rentré dans une voiture. Et en fait, on peut penser que c'est le choc qui fait le plus mal. C'est pas vrai, parce que le choc fait mal, certes, mais moi, c'est le après, en fait. Parce que du coup, bah, je suis restée bah, toute la journée, en fait, à l'hôpital. Et quand t'es assise sur un brancard et que t'es seule au monde, surtout, bah, moi, du coup, les pompiers m'ont dit appelez pas tout de suite votre famille parce que bah, ça va prendre du temps entre le temps qu'on arrive à l'hôpital, etc. Les inquiétez pas pour rien. J'avoue que c'était un peu chelou de dire ça parce que bah, j'avais un peu besoin de soutien émotionnel à ce moment-là. Mais ouais, du coup, il y a ça. Et surtout, bah, t'es seule dans ton brancard en salle d'urgence à attendre que, vu que du coup, t'es pas une priorité, parce que bah, ils m'ont juste direct fait test du cœur pour voir si ça allait. Et après, j'ai attendu des longues heures avant d'avoir juste un médecin, en fait, qui te regardait. D'ailleurs, le médecin m'a pas vraiment regardé parce que du coup, c'était au niveau de la poitrine et le médecin voulait pas me regarder. Genre, il me disait quoi faire pour m'ausculter toute seule. C'était un peu bizarre. J'avais envie de lui dire, mais moi j'ai mal, donc fais ton taf. Mais il n'a pas voulu. Parce que du coup, vu que c'était au niveau de la poitrine,
c'était une zone délicate. Du coup, c'était à moi de dire si j'avais des rougeurs, si en touchant j'avais mal, etc. Mais ouais, du coup, j'étais seule entre chaque examen et tu te poses mille questions. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce que j'aurais dû freiner plus fort? Est-ce que j'aurais dû freiner plus vite? Est-ce que c'est la voiture qui a eu un problème? Est-ce que c'est moi qui suis juste vraiment nulle à la conduite et boum, je sais juste pas gérer ça? Est-ce que j'ai raté un élément? Est-ce que il y a plein de films en fait que tu te fais dans ta tête et puis après du coup il y a ma famille qui est venue. Bon, j'ai pas pu les voir parce que, bah, moi j'étais du côté, déjà admission, urgence et du coup ma famille était en salle d'attente. Mais, au début j'avais un peu peur de le dire à ma famille dans le sens où mon père je me suis dit: «Bah, lui il va direct me parler de la voiture». Bon, il l'a pas fait. Il a quand même posé la question pour la voiture, mais voilà. Ma mère, j'avais peur parce que je me suis dit direct, «Elle va partir aussi en crise d'angoisse et cetera». Et ouais et du coup après, bah, ma sœur aussi je me suis dit, «Vas-y elle est au travail, flemme de la déranger». Mais donc ma mère et ma sœur sont venues, sauf que, bah, du coup, même si elles sont de l'autre côté du mur, ça fait quand même du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Mais la journée se passe, je continue à me poser 1000 questions, j'essaye de discuter tout ça avec ma famille, avec mon téléphone, sauf que manque de peau, il a fallu que ça arrive, le jour où je me dis, «Oh bah, je le chargerai au travail», sauf que du coup, je suis jamais arrivée au travail. Et du coup, encore plein de films et cetera. Je passe des examens, on me dit voilà, code fêlé et cetera, bon, oui, on fait, 1 semaine d'arrêt et cetera. Après j'avais des vacances donc ça fait qu'au final, je suis arrivée enfin j'avais 3 semaines de repos au final. Mais, le soir vient, je sors de l'hôpital, ma mère et ma sœur avaient été, parce que du coup ma voiture avait été, remarquée, dans la fourrière enfin une fourrière pour, bah, pas qu'elle reste sur l'autoroute et donc ma mère et ma sœur avaient été chercher mes affaires parce que du coup vu que c'était vraiment proche de Noël, bah, dans mon coffre, j'avais plein de trucs. J'avais mes affaires personnelles, j'avais, des cadeaux de Noël et cetera, déjà prêts, on avait fait, avec des personnes de ma famille, on avait fait un échange de cadeaux, donc j'avais aussi des cadeaux enfin, vraiment mon coffre était plein et donc ma mère et ma sœur avaient été récupérer ça et donc le soir, pour me ramener chez moi, j'étais à l'avant dans la voiture de ma sœur, ma mère était derrière et je me rappelle plus trop de ce qui se passe. Je sais juste qu'il y a un moment où ça freine. Ma sœur a une voiture intelligente qui fait que la voiture freine toute seule. Mais juste le fait de voir des feux stop devant moi et de revivre un peu cette sensation, j'ai failli par repartir en crise d'angoisse. Genre ça m'a fait vraiment un choc. C'était vraiment chelou. Mais ouais, ça m'a fait un peu bizarre. Et en fait, c'était le début du traumatisme dans le sens où je le savais pas encore, mais du coup, bah, ma voiture a fini à la casse, mais j'avais de l'argent de côté, donc j'en ai racheté une autre. Bon, après, j'étais pauvre, parce que les voitures, ça coûte cher, mais j'ai réussi à m'en acheter une autre. Et quand j'ai commencé à conduire, au début, tout le monde était en mode ouais, c'est super, tu te laisses pas abattre, faut reprendre le volant direct, c'est comme tomber à cheval et tout, faut remonter direct. Sauf que je faisais des crises d'angoisse en fait quand je conduisais. Dès que je voyais une personne s'arrêter, avant, bah, du coup, l'accident, j'ai freiné mais pas assez. Bah, du coup, maintenant, je freine trop. Enfin, on freine jamais assez trop. Enfin, on freine jamais trop, mais je pile. En fait, dès que je voyais des feux, quelqu'un qui s'arrêtait ou qui freinait devant moi, je pilais. Heu, Très désagréable, hein, pour tous ceux qui étaient avec moi dans la voiture. Mais ouais, je voyais les accidents partout. Genre même quand c'était pas moi que ça me concernait, je me rappelle, il y a un moment où j'étais en train de rouler, ligne droite, il y avait personne devant moi et loin devant, il y avait 2 voitures. Il y avait une personne qui s'insérait et cetera et je conduisais, je les regardais, j'ai fait: «Ça va taper, ça va taper, ça va taper» et alors que, bah, c'est ni moi qui suis concernée, eux, ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont pas eu d'accident. Enfin, l'autre a klaxonné en mode: «Coucou, je suis là». Du coup, il y a pas eu d'accident, tout s'est bien passé, mais moi, j'étais en mode: «Ça va taper, ça va taper, ça va taper» et en fait, bah, pas du tout. Mais c'est juste que je voyais des accidents partout et cetera et c'était constamment et ça m'a duré, ouais 3-4 mois avant que j'arrive à conduire, normalement. Le fait de voir, un freinage brutal devant moi, encore aujourd'hui, ça peut encore m'arriver d'avoir un saut de cœur, mon cœur qui s'arrête et juste après qui bat, en mode poussée d'adrénaline, et du coup je revois. Je me rappelle aussi, 1re fois que je conduis, du coup, bah, pour aller au travail. Puis j'ai pas pris le même chemin, du coup. Mais ouais, 1re fois que je vais au travail et tout, je conduis et là, je sais pas ce qui se passe, c'est un feu rouge, pourtant il se passe, vraiment rien, mais juste je vois une voiture freiner devant moi et dans ma tête, l'accident qui revient, les bruits, surtout les bruits.
vraiment le bruit du choc, le bam de l'impact. Vraiment, ça m'a tourné et j'étais en mode, OK. Du coup, je me suis un peu arrêtée sur le côté, j'ai respiré, j'ai pris l'air et j'ai ouvert la fenêtre et cetera et je suis repartie et voilà. Mais ouais, il y a plusieurs fois où j'ai dû, faire des exercices de respiration et trouver mon calme et cetera en conduisant parce que je me disais tout le temps que l'accident allait revenir. Encore aujourd'hui, il y a des fois où quand je me sens, un peu fatiguée ou je sais que parce que du coup avant mon accident, j'avais eu un pressentiment de: «OK, il va se passer un» pas je pensais pas aller avoir un accident, mais je me suis dit: «OK, là je suis un peu fatiguée en ce moment et tout, va falloir que je me repose» et du coup quand encore aujourd'hui je prends le volant et que je suis un peu dans ce truc, mauvais pressentiment, je suis dans la même optique que la dernière fois. Je déteste ça et genre du coup je me mets en mode, ultra vigilance et pourtant je sais qu'il va rien se passer parce que, bah, du coup, mine de rien, en vrai, ça m'a fait gagner plein de réflexes, hein, le fait d'avoir un accident de voiture. Franchement, c'est formateur, hein, si vous savez pas freiner, foncez dans un mur. Mais ouais, du coup, il y a ce truc de à chaque fois que je conduisais, j'avais constamment le truc du trauma. Sauf que je n'osais pas en parler parce que je me suis dit: «Bah, vas-y, t'es rentré dans une voiture, ça arrive à tout le monde». Tout le monde, heu, tout le monde a tellement pire, genre, j'avais une de mes amies proches qui, 2 ans avant, avait perdu, des membres de sa famille dans un accident de voiture et je la voyais enfin, pas bien parce que du coup, il y a un deuil quand même, mais je la voyais aller de l'avant et je me disais: «Mais pourquoi est-ce que moi, je peux pas aller de l'avant alors que personne n'est mort, mes côtes fêlées se sont déjà remises, que mon cerveau s'est pas encore remis». Du coup, je culpabilisais un peu et il y a encore 1000 questions qui se posaient, enfin, c'était jamais clair, genre, ça revenait constamment et je me rappelle, il y a un truc aussi, c'est, le soir de l'accident, du coup, bah, ma mère, s'est allongée à côté de moi pour que je m'aide à m'endormir parce que, bah, mon cerveau, elle a mis la l'heure et tout ça et j'arrivais pas à me calmer et cetera et je me posais des questions qui, en soi, n'avaient pas forcément lieu d'être parce que je me disais plein de trucs. Franchement, ce soir-là, genre, je sais que ça a un peu, rabiboché certains trucs avec ma mère parce je suis pas quelqu'un qui raconte, beaucoup, ce qui me pèse sur le cœur et cetera mais ce soir-là, vraiment, j'avais aucun filtre et du coup, je lui disais: «Mais je veux que plus personne ne monte dans ma voiture, je suis un danger ambulant, je vais tuer des gens, je veux si un jour j'ai des enfants, chose qui n'arrive vraiment pas dans l'immédiat, hein, mais j'étais en mode: «Ouais, si un jour j'ai des enfants, je veux pas qu'ils montent dans ma voiture, s'il m'arrive un truc, j'aurai leur mort sur la conscience» et vraiment j'étais en boucle sur ça. J'étais en mode: «Imagine, là, j'aurais été enceinte là dans l'accident, c'est sûr j'aurais fait une fausse couche et tout». Ça aurait vraiment été impossible, mais j'étais en mode dans ce truc-là, j'étais en mode, quoi qu'il arrive et tout. Enfin, je me faisais 1000 films, tu penses à 1000 choses et tu en boucle et tout et vraiment j'avais plein de trucs et la plus grosse, entre guillemets, question que j'ai vraiment mis du temps avant d'arrêter de me la poser, c'est est-ce que au final j'ai vraiment essayé de m'arrêter? C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je sais que auparavant, dans mon adolescence et tout ça, ou même il y a pas très longtemps en termes d'années, j'ai eu des phases où j'étais vraiment un peu, dépressive et cetera et où ça m'est arrivé de clairement penser à mettre fin à mes jours. Et après l'accident, je me suis posé la question et j'ai mis très longtemps avant d'arrêter de me poser cette question, où j'étais en mode: «Est-ce que j'ai pas fait un peu exprès? Est-ce que c'était pas un peu volontaire? Est-ce que quand j'ai arrêté de freiner» enfin, est-ce qu'il y a pas un moment où justement j'ai arrêté de freiner en me disant: «Bah, c'est peut-être l'opportunité. Est-ce que c'est peut-être le moment de se dire, ciao, finito?» est-ce que, et vraiment j'avais cette pensée culpabilisante en mode enfin, c'était pas culpabilisant, mais j'avais constamment cette pensée en mode: «Et si je l'avais fait exprès?» Je n'ai pas la certitude, aujourd'hui, que ça a été le cas ou non, mais je sais juste que en vrai, j'avais aucune raison de le faire exprès. C'est ça, que je me dis pour pouvoir, arrêter d'y penser, en fait, tout simplement. Mais j'ai eu beaucoup de culpabilité suite à cet accident et ça m'a fait aussi grandir sur certains sujets parce que, du coup, je me suis dit: «Bah, OK, il y a des sujets, visiblement qui ont l'air importants pour moi», genre, se poser la question de si, il y a des personnes dans la voiture, s'ils montent et je les tue, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y avait d'autres choses, il y avait aussi, le fait de se poser 1000 questions sur le fait de si j'ai des enfants et cetera. Enfin,
je me les pose alors que vraiment, c'est vraiment pas l'objectif du moment d'avoir des enfants, mais pourtant, c'est vraiment un des premiers trucs qui m'a traversé, c'est ça en fait. Et pourtant, bah, ça m'a fait aussi remettre certaines choses en perspective, certaines choses en conscience. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'était juste un accident de voiture et pourtant, ça a été bien plus traumatisant que ça. Et je trouve que on a tendance un peu j'ai pas je sais pas comment on dit, mais sous-estimer, c'est ça le mot. On a tendance à sous-estimer l'impact de certaines choses. On peut penser que c'est des choses super simples, c'est juste un accident, c'est juste une chute, c'est, je sais pas moi, juste une petite brûlure ou c'est juste un truc. Mais derrière, le cerveau fonctionne différemment et peut créer des traumatismes et que ça sortira plus tard, hein. Moi, c'est ressorti direct parce que bah, j'ai tenu à me racheter une voiture assez vite parce que bah déjà, mon travail, il a 1 heure de route, donc si je prenais les transports, c'est 1 heure et demie. Aller, 1 heure et demie retour, donc ça fait beaucoup de temps. Et puis, ma voiture, c'était un peu comme mon premier chez moi, enfin, dans le sens où j'habite encore chez mes parents, etc. Et du coup, bah, ma voiture, c'était ma voiture, mon endroit à moi. Et du coup, quand on m'a dit que la voiture devait aller à la casse, bah, déjà, rien que ça, déjà, j'étais en mode, je peux pas l'abandonner. Bon, c'est une voiture, elle est démolie. L'assurance te lâche, elle va pas la réparer, donc si tu veux la réparer, ça va te coûter plus cher que si t'achetais une vraie voiture, parce que pour le coup, l'avant était vraiment démoli, genre il y avait rien en fait qui pouvait être réparé, genre fallait tout remodeler la voiture carrément. Donc ouais, donc financièrement, c'est pas rentable et heu et en fait, tu te dis, bah, tu vas la lâcher alors que c'est ton premier ta première propriété entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça parce que c'est même pas moi qui l'ai acheté. Mais il y avait ça et il y a tout qui se chamboule et en fait, oui, bah, c'est juste un traumatisme, mais ça peut durer sur super longtemps. Du coup ma nouvelle voiture, ça fait que ça fait que 1 mois que j'ai réussi à la personnaliser un peu parce que jusqu'à présent, j'étais en mode: «Ouais, bah, s'il m'arrive encore un truc, bah, j'ai la flemme en fait de m'attacher à cette voiture alors que, bah, ça se trouve, demain j'ai un accident et je l'ai plus». Bon, je sais que c'est super matériel, hein, mais il y a des gens qui s'attachent pas du tout à leur voiture. Moi, je sais que je suis une personne qui sentimentalise, assez vite. Donc genre ça mon téléphone, c'est mon mien, c'est ma voiture, enfin, je passe beaucoup de temps dans ma voiture. Je passe 2 heures par jour au minimum quand il y a pas de bouchons, donc c'est un peu un «partenaire de vie» entre guillemets. Mais je commence tout juste à personnaliser la voiture parce que à me sentir bien, à dire: «OK, c'est ça y est, ça fait 2 ans que ça va faire bientôt 2 ans que je laisse et on va faire, pour l'instant, tout va bien avec elle. J'ai pas eu d'accident et je touche du bois, j'ai pas de bois, si j'ai du bois, je touche du bois. Mais voilà et en fait, c'est avancer, ça prend du temps, mais c'est surtout ouais, on a tous des traumatismes différents, on a tous des chocs différents, on évolue tous différemment. Ça nous impacte pas tous de la même manière, je sais qu'il y a des personnes dans ma famille qui m'ont dit après: «Ah moi aussi j'ai eu un accident, il s'est passé ça, mais oh ça va». Bah oui, mais moi ça faisait 6 mois que j'avais le permis, donc ça m'a aussi, c'était tout frais. Je sais que par exemple, il y a certains trucs où tu te poses 1000 questions. Moi il était 7 heures du matin, j'étais assise sur une barrière d'urgence avec le logo, le logo de ma voiture devant moi. Tu te dis: «Mais» je me suis vraiment dit: «Je suis pas prête à ça, qu'est-ce que je fais?» Tu le moment de solitude de: «Qu'est-ce que je fais?» Je suis seule sur l'autoroute, je sais pas qui appeler en premier. Est-ce que je dois appeler en premier l'assurance? J'ai du mal à respirer, est-ce qu'il faut appeler les pompiers, la police? Parce que je suis quand même au milieu de la route. Est-ce que c'est à moi d'appeler la dépanneuse? Le constat, qui le fait? Comment? Quand je suis partie à l'hôpital, la police m'a juste donné un papier en mode, «Faudra appeler ce numéro pour, finaliser les trucs du constat». OK, merci. Mais il y a plein de choses et surtout en tant que jeune conducteur, tu as un accident, tu as une feuille de constat. Déjà, je sais qu'il y a pas tout le monde qui a des feuilles de constat dans sa voiture, mais c'est surtout, franchement, tu es perdu, tu sais pas quoi faire. Alors c'est peut-être moi qui ai été, mal formée ou qui ai pas très bien écouté, quand on me disait, ce qui se passait en cas d'accident, mais moi je sais que déjà à mon auto-école, on m'a jamais parlé de ce qui se passe en cas d'accident. Bah, on t'apprend comment les éviter, donc logiquement, tu pas censé en avoir. Sauf que, bah, en fait, ça dépend pas de nous. La preuve, bah, moi, c'est de ma faute. Sauf que le mec qui était devant moi et dans lequel je suis rentrée dedans, il venait juste de sortir de son entrepôt, pour aller travailler, livrer ses colis et moi, je rentre dedans. Enfin, il a rien demandé et en fait, les accidents, c'est pas juste toi ta faute, ça peut être n'importe qui te rentre dedans.
La preuve, l'autre jour, à Paris, il y a un mec qui a frotté sur ma voiture et c'est parce que lui, il m'a fait une queue de poisson. Moi, c'est pas de ma faute. Moi, au contraire, cette fois-ci, j'ai freiné à temps et je lui ai pas rentré dedans. Donc, on est tous, je sais plus où je veux en venir, je me suis perdue toute seule. Mais c'est ça, on évolue chacun à son rythme et moi ça m'a traumatisée pendant longtemps. Je sors tout juste de ce traumatisme. Ça a été dur et je pense que c'est un pas en plus. Je pense que ce genre de truc, ça nous permet à tous d'avancer et de de, de trouver sa place. Moi, par exemple, je sais que j'étais une conductrice, vraiment pas sûre de moi. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a créé l'accident. C'est un mélange de plein de choses. Pour le coup, c'est vraiment un mélange de plein de choses parce que la voiture, à la base, je devais pas l'avoir. Enfin, il y a plein de choses qui se sont fait que j'aurais pas dû avoir cet accident. Sauf que bah, tes choix font que au final, t'es à ce moment-là, à l'instant T. J'aurais pas dû avoir la voiture parce que je devais l'emmener au garage pour enfin, pour un problème qui n'a rien à voir avec l'accident, mais juste pour un contrôle. Au final, je l'ai pas déposé parce que du coup, je devais aller à quelque part avec une personne. Sa voiture était elle-même au garage. Donc moi, j'avais la possibilité de pas mettre la mienne. Donc du coup, on a pris la mienne. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai pas pris le même chemin. Enfin, après le lundi matin, j'ai pas pris le même chemin pour aller au travail. Ce qui fait que bah, j'aurais pu avoir une autre route. Enfin, c'est vraiment des choix comme ça où tu te dis, pareil, la sortie, je ne prends jamais une sortie au hasard. Enfin, je sais que c'est une ligne droite. Ce jour-là, j'ai pris une sortie que même encore aujourd'hui, je ne sais pas encore, j'arrive pas à la retrouver, cette sortie. Et c'est des choix qui t'amènent à ce moment-là, et puis t'as un accident, et ça te fait grandir. Peu importe la manière dont tu t'en sors, au début, c'est des traumatismes, t'as l'impression que personne te comprend, parce que bah, tu gardes tout dans ta tête, tu te caches pour pleurer, parce que bah, t'as encore un choc émotionnel 3-4 mois après, et y a plein de choses qui te font pleurer alors que tu sais pas pourquoi, mais c'est juste que ton cerveau, il est juste encore bloqué sur «Waouh, j'ai failli mourir, en fait!» Et ton cerveau part en cacahuète et toi, tu essaies de gérer ça et de faire face aux gens. Les gens qui sont en mode: «Haha, tu eu un accident de voiture» et toi, t'es obligé de sourire parce que tu peux pas dire: «Bah, en fait, tais-toi» parce que moi, je suis encore traumatisée donc pendant très longtemps, la nuit, je rêvais constamment d'être sur, une autoroute et je me réveillais et du coup, j'étais en mode: «Je suis dans un rêve». Je me rendormais, sauf que du coup, j'étais consciente dans le rêve en mode: «Bah, là, je suis en train de conduire», sauf que, bah, c'est un rêve. Sauf que je me dis: «Bah, ouais, mais si je m'arrête et que c'est pas un rêve, bah, j'ai un accident». Sauf que enfin, c'était vraiment une boucle infernale et ça m'a duré pendant super longtemps. Donc petit à petit, tu évolues. Petit à petit, tu avec de l'aide aussi, parce qu'au final, petit à petit, tu parles de ce qui t'est arrivé. «OK, bah, voilà, j'ai eu un accident, qu'est-ce qui s'est passé?» Tu as des proches qui essayent aussi, «Je vois que ça va pas en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire ce qui se passe?» «Bah, l'accident, il m'a traumatisé, il m'a fait ci, il m'a fait ça». Après, je parle de l'accident parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais je sais que parler de ce qui se passe, je pense qu'il y a des fois où ça peut faire du bien. Évidemment, on prend le temps dont on a besoin pour en parler. Je veux dire, il y a des choses que j'ai dit là que j'en ai pas parlé à tout le monde. Tout ce que j'ai dit, à ma mère le soir dans mon lit, je pense que j'en ai parlé à personne. La question de: «Est-ce que c'est moi qui ai fait exprès de faire cet accident?» et cetera, je crois que j'en ai parlé qu'à une seule personne. C'est On s'ouvre pas toujours à tout le monde. Je sais qu'après cet accident, j'avais besoin de l'exprimer, je savais pas trop comment. Alors au début, j'ai essayé d'en faire un court-métrage, sauf que ça m'a pas plu parce que, bah, il faut mettre en scène, sauf que mettre en scène quelque chose qui t'est arrivé, c'est toujours compliqué parce que il faut avoir la vision, sauf que, bah, il y a plein de choses, d'images qui sautent dans ma tête et du coup, bah, je me rappelle pas exactement de ce qui s'est passé. Sauf que si je veux en faire un court-métrage, j'aimerais bien que ça soit un peu pareil. Après au final, je me suis dit: «Bon, je vais prendre cette histoire et en faire un background, enfin une histoire de fond pour une histoire, un livre que j'avais écrit il y a super longtemps, mais du coup je me suis dit: «Ah ça serait peut-être le bon moment pour réveiller ce livre et du coup rajouter ce petit «piquant» entre guillemets» et pour le coup ça a été ma solution, ça a été à travers ce livre que j'ai réussi. Bon, je suis ce livre n'est pas encore terminé parce que je suis quelqu'un qui commence un truc, qui fait une longue pause et qui revient, longtemps après. Mais voilà, faut trouver
son petit truc. Faut trouver ce qui va nous faire aller de l'avant. Et faut trouver ce qui nous fait nous sentir bien. Je sais que moi, c'est tout ce qui est créatif, donc l'écriture, la peinture, etc. C'est ce qui m'a aidé à traverser ce traumatisme. C'est ce qui m'a aidé dans la vie en général. Dès que ça va pas, je sais que j'ai ce refuge de si j'arrive pas à l'exprimer, je peux l'exprimer de manière créative, sans pour autant que les gens puissent le comprendre. Ça peut être un dessin que seul moi comprends, etc. Mais il faut essayer d'exprimer, il faut pas garder tout en soi parce que j'ai essayé et bah, c'est pas bon parce que bah, du coup, moi, ce que ça me faisait juste pleurer toute seule dans mon coin, à me cacher et c'est pas super bon parce que du coup, tu te sens encore plus seule. Alors que en vrai, bah, tu peux demander de l'aide parce que tu te sens seule et t'es perdue. C'est comme si t'es encore sur une autoroute, sur une barrière d'urgence. Tu te sens seule, sauf qu'il y a des gens à appeler, il y a de l'aide à donner et il faut juste demander de l'aide aux bonnes personnes. Et il y a juste des bras tendus et des mains à juste saisir pour aller mieux, pour avancer et avancer à son rythme. C'est ça qui est le plus important. Je sais que c'était pas un podcast comme les autres. C'était un peu plus court. C'est différent, c'est un nouveau format que j'essaye. Ça m'a fait du bien d'en parler. J'espère que ce petit format vous a plu. C'était une histoire qui me tenait à cœur. Je sais vraiment pas quoi dire en outro, c'est horrible. En attendant, merci. Merci pour ceux qui disent c'était bien à suivre. Merci pour vos commentaires. Je vais respirer, ça va aller. En fait, je pense que c'est le coup trop coup aussi d'avoir raconté cette histoire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité. Si vous aussi vous voulez venir raconter votre histoire, n'hésitez pas, le fauteuil vous attend. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.